on a parlé de petits objets. Pour vous donner une idée des proportions, j'ai pris le reste d'un pique-nique. Voilà. Juste pour vous donner une idée des proportions, j'aime bien commencer par replacer les choses. À tout seigneur, tout honneur, il va beaucoup être question du soleil. Si ceci représente le soleil, toute proportion gardée, évidemment, la Terre serait à peu près 110 fois plus petite. Et j'ai pris... C'est un enseignant. Hein. J'ai pris une lentille de puits. Oh là là. Voilà, c'est déjà mal parti. Ah, la voici. Voilà, vous ne pouvez pas la voir, moi je peux juste la voir. Voici le soleil, voici la lentille de puits. Eh bien, pour garder les proportions, la distance Terre-Soleil serait de 5 mètres à peu près. Donc je vais placer le soleil ici. Voilà. Et c'est pour vous donner une première idée, une chose très importante, c'est le vide immense qu'il y a entre les deux objets. Et maintenant, si je prends l'épaisseur de l'atmosphère, celle dans laquelle se déroule l'essentiel de l'activité de l'environnement terrestre, eh bien, l'épaisseur de l'atmosphère serait rien d'autre qu'une couche de feuilles d'aluminium dont j'enroberai la lentille que j'ai dans ma main. D'accord? C'est pour vous donner l'idée des proportions. Et alors, il y a deux choses qui sont importantes. Alors, d'abord, vous avez un vide immense qui n'est pas si vide que ça, et ce vide, on peut l'explorer grâce à des satellites. Vous en avez entendu parler, il y a des météorites, il y a plein d'objets qui traversent ce vide. Alors, dans 2 ans, il y a un satellite européen qui va être lancé qui s'appelle Sorbiter, qui, toujours en respectant les proportions, ira à peu près jusqu'ici du Soleil, donc il va explorer le Soleil. Il sera équipé de plusieurs instruments français, dont les instruments fabriqués dans ce laboratoire. Et dans 9 mois, les Américains vont voler la vedette, puisqu'un satellite américain ira jusqu'à 25 cm du Soleil. Si je respecte les proportions, c'est Parker Solar Probe qui emporte un instrument de notre laboratoire et qui ira explorer d'encore un peu plus près. Mais ce n'est pas trop de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est que pendant très longtemps, la communauté scientifique s'est cantonnée à étudier des régions très particulières, des couches, comme on les appelle, des couches atmosphériques. Il y a des gens qui étudiaient la troposphère, la stratosphère, mésosphère, ionosphère, thermosphère, exosphère. Et puis il y a les gens qui étudiaient l'espace interplanétaire. Et plus près du Soleil, il y a les gens qui se concentraient sur ce qu'on appelle la couronne solaire, qui est très chaude, et plus bas, la chromosphère, photosphère, etc. Donc que des couches. Et les objets d'étude, c'était ces régions-là. Et depuis à peu près 25 ans, il y a eu une évolution dans les mœurs qui est en train de se faire encore. C'est qu'au lieu d'étudier des régions particulières, eh bien, on va plutôt regarder les interactions de ces régions. Donc c'est une vision beaucoup plus systémique qui est en train de se développer. Et donc on voit la science qui est en marche, qui est en train de se développer. Je laisse ma lentille ici, parce que je risque de la perdre. Voilà. Alors ce Soleil, qui est un objet d'apparence immuable et relativement informe, à part quelques tâches dont il sera question plus tard, en fait, avec les premiers satellites, il est apparu comme étant un objet beaucoup plus actif, dynamique, violent. Et là, vous voyez le Soleil filmé dans l'ultraviolet extrême par un satellite américain SDO dont il sera question plus tard. Et d'ailleurs, ce laboratoire-ci héberge un des centres de données de ce satellite. Et vous voyez que, quelle que soit l'échelle à laquelle vous regardez, c'est un objet extrêmement riche, dynamique, avec des mouvements, une dynamique à toutes les échelles de temps et à toutes les échelles spatiales, d'une richesse extraordinaire et d'une très grande beauté aussi. Alors plutôt que de commencer par la physique de cet objet-là, ce qui serait plus naturel, j'ai choisi de l'aborder sous un angle un peu différent et de vous faire une promenade à partir de quelques dates particulières. Et quand on prend quelqu'un qui travaille sur les relations Soleil-Terre, il y a une date fétiche qui est 1859. Alors là, allez savoir pourquoi. Ce jour-là, en Angleterre, 2 observateurs, un jeune étudiant et son mentor, ils s'appelaient tous les deux Richard de leur prénom, observèrent le Soleil et ils prirent ce jour-là une photo du Soleil qui ressemblait à peu près à ceci, avec une belle tache qui était particulièrement grande, qu'ils ont d'ailleurs dessinée quelques jours plus tard. Et avec leur télescope, ils ont observé quelque chose d'extrêmement rare, on le sait maintenant, c'est une éruption visible à l'œil nu en lumière visible, ce qui est peu fréquent. C'était une éruption particulièrement violente. C'en est resté là, c'est resté dans les annales. Sauf qu'un jour plus tard, sur Terre, dans différents lieux, et là en particulier à Greenwich, il y avait un observatoire, il y a toujours un observatoire où ils mesurent le champ magnétique terrestre. Et normalement, ce champ magnétique, eh bien, il fluctue, il monte, il descend. Là, vous avez 2 jours d'observation.
Et puis tout à coup, l'aiguille a complètement décroché, elle est sortie de l'écran, enfin de la feuille de papier plutôt, et ce qui signalait la présence d'énormes perturbations du champ magnétique. Le même jour, en différents lieux du globe, on a observé des aurores qu'on n'en a jamais vues. On en pouvait en voir en France, en Méditerranée. Celle-ci était à Melbourne, qui est quand même à 37 degrés de latitude. Et donc là encore, un phénomène extrêmement rare. Voilà, tout ceci a suscité beaucoup d'interrogations, de surprises, mais certaines personnes se sont demandé s'il n'y avait pas un lien, et voilà, c'en est resté là. Alors je fais un saut. Je reste encore un tout petit peu. Ce qui est intéressant, là vous voyez une discussion entre deux opérateurs de télégraphe aux États-Unis. La télégraphie, c'était la communication, le moyen de communication à l'époque. Et normalement, pour faire travailler un télégraphe, eh bien, il faut une batterie pour l'alimenter, etc. Et là, vous avez deux opérateurs qui sont en train de communiquer. Tout à coup, il y en a un qui dit « mais débranche ta batterie, regarde ce qui se passe ». Et il débranche sa batterie. Et en fait, son télégraphe continue à fonctionner comme si de rien n'était. Très étrange. Et c'est quelque chose qui s'est produit plus fréquemment depuis. Voilà, une perturbation. Alors, faisons un saut. 1958, eh bien, on est juste après le lancement de Sputnik. Et les Américains ont suivi de peu avec leur fusée qui s'appelait Explorer 1 à l'époque. Et Explorer 1 était équipé d'un détecteur de radioactivité, un compteur de Geiger-Müller. Et quand les premières données sont arrivées sur Terre, ils sont aperçus que le compteur ne devait probablement pas fonctionner parce qu'il saturait complètement. À peine lancé dans l'espace, il saturait, donc probablement qu'il y avait eu une panne. Alors à Explorer 2, ils ont relancé un nouveau satellite, encore équipé d'un compteur avec une gamme dynamique plus large. Et là, ils se sont aperçus qu'en fait, le compteur fonctionnait réellement, mais que l'espace était beaucoup plus radioactif qu'on ne le pensait. Et c'était évidemment la première fois qu'on sortait réellement dans l'espace, donc l'effet de surprise était quand même assez important. Voilà. Je fais encore un saut en avant. 1989, on est le 6 mars 1989 au Québec, il fait froid, les gens se chauffent au chauffage électrique, et tout à coup, en milieu de journée, une panne électrique. Alors, sur cette photo-là, vous voyez le réseau de Hydro-Québec, vous avez la ville de Montréal ici, la baie de Saint-Laurent qui est là, avec les grands lacs américains ici. Et là, vous avez le réseau électrique. Alors, je ne sais plus quel est le transformateur qui a disjoncté, mais c'était un des transformateurs sur cette ligne-là, qui a tout à coup envoyé un signal d'alarme, qui a saturé, il a disjoncté. Et par effet domino, le suivant a disjoncté, puis le suivant, et ainsi de suite. Et en l'espace d'une minute et demie, tout le réseau s'est effondré. Ça a duré quelques heures. Le coût aujourd'hui est évalué à plus de 100 millions de dollars. Et vous imaginez ce qui se passe quand on n'a pas de chauffage électrique en plein hiver. Voilà. Alors, je fais encore un saut en avant. 2003, on s'approche. J'ai pris des dates au hasard, il y en aurait beaucoup d'autres sinon. En 2003, je me souviens que ce jour-là, j'avais un étudiant stagiaire et on regardait les données de prévision d'un centre américain qui se trouve à Boulder, le Space Environment Center, qui est d'ailleurs un héritage de l'époque de l'exploration lunaire, qui sert à faire des prévisions d'environnement spatial, dire quand est-ce qu'il y a des perturbations. Et ce jour-là, il y avait un bulletin qui commençait par ceci, un message assez inhabituel. Attention, soleil particulièrement actif, forte activité, éruption possible, potentiel d'impact, enfin que des mots qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer tous les jours. Et effectivement, les observateurs du soleil avaient relevé que ce jour-là, il y avait une grande tache particulièrement grande qui grossissait et qui devenait instable. Eh bien, dans les jours qui suivirent, ce fut probablement un des épisodes les plus actifs qu'on a connus au cours de ces 10 dernières années. Le bilan, c'est un satellite japonais qui a été définitivement perdu, plusieurs satellites qui ont subi des dommages ou qui ont été perdus ou qu'on a dû mettre en veille pendant plusieurs jours et redémarrer pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, il y a eu des dégâts technologiques assez importants. On sait après coup que des dizaines de satellites ont eu des problèmes. Et là, je prends uniquement en compte les satellites scientifiques. Je ne parle pas des satellites commerciaux et encore moins des satellites militaires qui ont connu eux aussi des problèmes. Mais là, évidemment, c'est le silence. Alors, que s'est-il passé exactement ? Eh bien, une des raisons pour lesquelles ces satellites-là ont subi tout plein de problèmes et de pannes informatiques, c'est très simple. Vous prenez un circuit électronique. Si vous le bombardez avec des particules de très haute énergie, des protons, des électrons,
Quand je dis haute énergie, c'est les énergies qui frôlent le méga-électron-volt, voire plus. Eh bien, ces particules, sur le passage, vont ioniser la matière. Alors, si vous avez un semi-conducteur, ça peut suffire pour faire basculer un état 1 à un état 0. Donc, vous prenez une mémoire informatique, vous changez aléatoirement vos bits de 0 à 1, 1 ou 0, vous allez avoir des problèmes, évidemment. Maintenant, pire, ces particules vont venir se loger à l'intérieur de votre semi-conducteur. Et si on a assez qui s'accumulent, la charge accumulée va créer un claquage à un moment donné. Et c'est ce qui est arrivé sur ce panneau solaire, où tout à coup, il y a eu un claquage qui a fortement endommagé toute la partie qui est ici. Donc voilà le type de problème qui a affecté ces différents satellites, soit le cœur du satellite, soit des différents instruments. Alors pour vous donner une illustration, j'ai pris cette petite image qui est tirée d'un satellite SO, qui est un satellite merveilleux qui a apporté une moisson incroyable de données nouvelles du Soleil, un satellite essentiellement européen. Ce que vous voyez là, ce que vous allez voir, c'est une petite animation, un film réel, où vous avez le Soleil qui normalement serait représenté par ce disque-là, mais il est occulté pour voir ce qui se passe autour, ce qui est beaucoup plus ténu, moins lumineux. Et vous allez voir la voûte céleste, donc les étoiles qui sont ici. Là, vous avez Vénus qui défile, qui passe derrière ou devant le Soleil, peu importe. Et ce que vous voyez, c'est des jets, des surdensités. En fait, ce qui est en blanc, c'est les endroits où le vent, le plasma qui s'échappe du Soleil est beaucoup plus intense, plus dense, pardon. Et vous noterez en particulier qu'il y a des jets qui sont relativement bien localisés. Et de temps en temps, vous avez des bulles aussi qui s'en échappent. Voilà. Et ces jours-là, le Soleil fut particulièrement actif. Et voilà, tout à coup, à un moment donné, le capteur a été complètement criblé de particules. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Il y a eu une éruption solaire. Cette éruption a envoyé dans l'espace des gerbes de particules de très haute énergie, essentiellement des protons, mais aussi des électrons, qui ont complètement criblé le détecteur, le rendant quasiment aveugle pendant quelques heures. Après, il a récupéré, donc aujourd'hui, il fonctionne toujours, mais voici un effet parmi d'autres. Alors, descendons un peu plus sur Terre. Qu'est-ce qui se passe sur Terre quand vous avez un événement comme celui-ci? Eh bien, 2003, on commençait déjà à utiliser le GPS. Et là, vous avez une carte où chaque carré de couleur représente le signal reçu par le récepteur GPS au sol, cloué au sol. Et ce qui se passe, c'est que si le récepteur reçoit un signal trop faible, ou si la position qu'il calcule s'écarte de la position réelle, rappelons qu'il est immobile, on envoie un signal d'alarme, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est le cas des petits points qui sont rouges qui sont ici. Alors ce que vous allez voir, c'est un résultat, donc c'est la réalité. Généralement, les choses se passent assez bien, et tout à coup, vous allez voir des perturbations extrêmement localisées, pour certaines, qui se déplacent au-dessus des continents, qui sont particulièrement fréquentes à haute latitude, mais comme il y a peu de récepteurs, on ne voit pas grand-chose. Alors, quand vous voyez des bandes rouges défiler, comme par exemple ici au niveau des États-Unis, ça y est, ça revient. Concrètement, ça signifie qu'il est impossible d'utiliser le GPS. D'accord? Donc, vous pensez à l'aviation civile, les avions, hors de question. Il faut recourir à d'autres moyens de navigation. Et ça pose un réel problème. Et ce problème, il va affecter Galileo qui est en train d'être mis en service. Et il affecte tout particulièrement, je prends un exemple parmi d'autres, la navigation à travers les régions polaires qui est en train de se mettre en place avec tous les risques, les périls que ça entraîne. Alors, je parlais d'avions. Il y avait un cas assez intéressant. Aujourd'hui, pour aller de la côte est des États-Unis en Chine, au Japon, la route la plus courte passe par les régions polaires. Économie d'énergie, économie de carburant. Quand un avion survole un pays, il doit d'abord connaître sa position, donc il a besoin du GPS, sinon il utilise le bon vieux gyroscope. Quand un avion survole un pays, il doit aussi communiquer en permanence avec le sol. Depuis 2001, les événements de septembre 2001, un avion qui survole un pays sans communiquer en permanence avec le sol peut être pris comme un objet à risque, enfin un danger, une menace. Or, ce qui se passe, c'est que pendant ces perturbations solaires, toute la région polaire ici, les communications radio ont été quasiment totalement interrompues. Plus de communication radio, plus de GPS. Voilà, vous imaginez les pilotes, ce n'est pas très confortable. Et dans ce cas-là, la solution consiste à changer de trajectoire.
Le problème, c'est qu'un vol qui dure plus que 15 heures, c'est la limite officielle, est obligé de faire une escale pour changer d'équipage. Qui dit changement d'équipage, dit le coût, etc. Et le coût peut facilement dépasser les 100 000 $, rien que pour un seul vol. Donc vous voyez que ceci est pris au sérieux par les compagnies aériennes. Voilà. Après, il y a eu des effets un peu plus positifs. Toujours en 2003, voici une photo aérienne, enfin une photo satellite prise de l'Europe. Et ce que les bandes jaunes que vous voyez ici, ce sont les superbes aurores qui sont produites. Il y a d'ailleurs eu des aurores qui étaient visibles en France. Alors peut-être pas ici, parce que la région parisienne, malheureusement, vous avez trop d'éclairage artificiel. À haute latitude, évidemment, c'était superbe. Et d'ailleurs, la Terre n'est pas la seule à avoir des aurores. Hein. Les mêmes perturbations ont donné lieu à des aurores qui étaient visibles sur Saturne. Peut-être pas pour cet événement-là, mais sur Saturne et Jupiter, on voit aussi des aurores. Et sur d'autres planètes aussi. Voilà, je pourrais continuer ainsi. Il y a d'autres dates. Il y a eu septembre de cette année, il y a eu le début du mois d'avril de cette année, et ainsi de suite. En gros, des événements comme ceci, les tout gros, les plus violents, il y en a peut-être un tous les 10 ans. Mais des événements qui ont vraiment des impacts technologiques, il y en a plus souvent. C'est difficile de faire les statistiques parce que c'est très intermittent. En gros, il y en a 1 ou 2 par an, bon an, mal an. Toutes les perturbations que je vous ai montrées ici, tous ces effets partaient du Soleil. Le Soleil était la seule cause. Après, on peut dire, voilà, dans le cas du Québec, c'était une heure de grosse consommation, le réseau était quasiment saturé. La perturbation solaire qui affectait le réseau, c'était la goutte de trop. Alors, aujourd'hui, on regroupe tout ça sous un vocable, on appelle ça la météorologie de l'espace, par analogie avec la météorologie terrestre. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de passer de la science fondamentale à une science beaucoup plus appliquée, avec tous les effets sociétaux qui vont avec. Alors quand même, pour vous donner quelques éléments sur la physique, parce que c'est quand même le but, je reviens à cette photo, cette superbe image du Soleil que vous avez vue tout à l'heure. Ça, c'est le Soleil tel qu'on le verrait à l'œil nu. Enfin, en se protégeant évidemment, mais avec un bon télescope. Et vous avez tous entendu dire que le Soleil est parfois couvert de taches solaires. Ce jour-là, il y en avait particulièrement beaucoup. Une tache solaire, c'est simplement une région où la température est un tout petit peu en dessous des 6000 degrés. Et donc, elle apparaît un peu plus sombre parce qu'il y a moins de rayonnement et elle est un tout petit peu plus froide. Ces taches solaires, ce sont avant tout les régions où le champ magnétique est localement plus dense. Et le champ magnétique va jouer un rôle absolument crucial ici. Celui qui maîtrise le champ magnétique solaire, il a tout, en fait. C'est vraiment la clé de tout. Alors, pour vous donner une idée, le télescope américain qui a pris cette photo-là, ce télescope est aussi équipé d'un instrument qui mesure le champ magnétique, que vous allez voir tout de suite. Voilà, c'est ce qu'on appelle un magnétogramme. Et en gris, ce sont les régions où le champ magnétique est faible, voire nul. Et en blanc et en noir, ce sont les régions où le champ magnétique est intense, avec une polarité positive et négative. Et vous remarquerez bien que là où il y a des taches solaires, prenez par exemple ce groupe-là de taches, ça coïncide avec les régions où le champ magnétique est intense. Les deux vont intimement de pair. Et ce sont de là que vont partir la plupart des grosses perturbations. Donc quand on s'intéresse à la variabilité solaire, c'est d'abord aux taches qu'on s'intéresse. Alors pour comprendre ce qui va se passer, on est obligé de monter plus haut et de voir comment ce champ magnétique est organisé. Et donc on utilise des modèles d'extrapolation, comme celui-ci. Ça, c'est un modèle. On essaie de comprendre comment sont dessinées les lignes de champ magnétique, puisque c'est la topologie, la façon dont ces lignes se recroisent, qui va permettre à dans certaines conditions bien précises, de changer de forme, libérant ainsi de l'énergie, et c'est cette énergie-là qui va donner lieu, qui va propulser en quelque sorte les perturbations dont il était question. Alors voici une petite façon d'illustrer. Je prends juste une partie du Soleil. Ce que vous voyez là, c'est le Soleil vu à l'ultraviolet. L'ultraviolet est beaucoup plus révélateur de ces phénomènes énergétiques. Et donc là, vous avez une région active avec une tache solaire. Les boucles que vous avez là épousent les lignes du champ magnétique, puisque la matière, le plasma ionisé, suit ces lignes de champ magnétique. Donc on retrouve exactement les mêmes lignes ici et là. Par contre, ce qui se passe à ce moment précis, c'est une reconfiguration du champ magnétique qui va libérer de la matière. Et d'ailleurs, vous voyez bien, voilà, vous voyez une perturbation qui passe, la matière plus ou moins froide qui retombe, et puis une perturbation qui s'en va dans cette direction-là. Alors ces perturbations-là, elles
elles ne sont pas toujours aussi fréquentes. Si on regarde un peu la fréquence, eh bien, on voit que ça suit de manière assez sensible un cycle solaire qui est bien connu. C'est un cycle d'environ 10, 11, 12 ans, en moyenne 11 ans, et qui est généralement représenté par le nombre de taches solaires, qui est peut-être une des séries temporelles les plus fameuses, parce que c'est une des très très rares séries d'observations continues qui va du 15e, 16e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez que bon an, mal an, ce nombre de tâches augmente, diminue, et aujourd'hui on est en fin du cycle numéro 24 qui est ici. Voilà, derrière ceci se cache un mécanisme de dynamo solaire, mais je ne vais pas trop entrer dans le détail. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est généralement lorsque le Soleil connaît des pics d'activité que vous allez avoir une plus grande probabilité d'avoir ces événements. Mais j'insiste sur le mot de probabilité, parce que ces événements-là, vous pouvez en avoir n'importe quand. Début septembre, il y en a eu des très gros, alors qu'on était quasiment en fin de cycle. Alors, comment ceci, voilà. Maintenant, comment peut-on faire le lien avec tout ceci et puis les événements dont je vous ai parlé tout à l'heure? Alors, il y a en gros 3 vecteurs d'interaction, ou 3 modes d'interaction. Le plus important en termes d'énergie et le plus visible, c'est la lumière, c'est le rayonnement électromagnétique, essentiellement la lumière visible, mais aussi l'ultraviolet et de l'infrarouge. En gros, si vous mettez un panneau d'1 mètre carré dans l'espace au-dessus du Soleil, vous allez capter en moyenne 1,3 kW. Ça, c'est l'énergie totale qu'on pourrait capter, qui est uniquement liée au rayonnement électromagnétique. Cette lumière-là, elle met 8 minutes à nous atteindre. Donc, quand quelque chose se produit au Soleil, ça y est, c'est instantanément là au niveau de la Terre. Après, le Soleil, il émet aussi des particules. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ces protons, de ces électrons, qui partent à des très grandes énergies, à des vitesses qui frôlent la vitesse à la lumière, d'ailleurs, donc ils sont vraiment relativistes. Ces particules-là mettent à peu près 1 à 2 heures à nous atteindre, certaines plus, rarement moins. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la quantité d'énergie qu'elles représentent. Là, on est 7 ordres de grandeur en dessous du chiffre qui est ici. Donc vous voyez qu'en quantité d'énergie, c'est dérisoire. Et un bon physicien dirait tout de suite, alors je compare mes processus, ça c'est des broutilles par rapport à cela, donc je néglige, je laisse tomber et je garde que ceci. Et on voit que ça ne marche pas en fait. On n'a pas le droit d'exclure ceci. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le vent solaire, je vais vous le montrer tout de suite. Eh bien c'est quoi? C'est du plasma, c'est la matière qui quitte le Soleil en permanence, qui met à peu près 2-3 jours à nous atteindre. Alors je vais les reprendre très rapidement dans l'ordre pour vous montrer un peu en quoi ils ont produit ces perturbations qu'on a vues avant. Et alors cela je laisse tomber. Donc commençons par le rayonnement électromagnétique. Donc c'est quoi? C'est de la lumière ultraviolette, visible ou infrarouge. Alors généralement on travaille dans l'ultraviolet parce que c'est là que la dynamique est la plus forte et c'est là qu'on a peut-être un moyen de diagnostic particulièrement intéressant. Ce que vous allez voir ici, c'est ce qu'on appelle une éruption solaire, ou un flare plutôt, pour utiliser un anglicisme. Vous avez une région active ici au bord du Soleil, et vous allez voir que cette région va s'embriancer, va devenir particulièrement lumineuse pendant en gros 1 minute, enfin, c'est l'ordre de grandeur. Le film est évidemment accéléré. Voilà, vous avez toute une dynamique qui s'installe, et tout à coup vous allez voir un flash lumineux, voilà, qui est extrêmement court et qui sera suivi peu après d'un autre flash lumineux. Voilà, en ce moment-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle une éruption solaire. Elle n'est pas particulièrement violente, belle, celle-ci. Alors voici la même éruption, mais on observe dans une autre longueur d'onde. On est un peu plus bas dans l'atmosphère solaire, et donc ça donne une image un peu différente. Et là, vous voyez bien le flash lumineux. Quand vous avez ceci, vous avez tout à coup une augmentation du rayonnement X et ultraviolet. Et ce rayonnement, quand il arrive au niveau de la Terre, 8 minutes après, eh bien, il va contribuer à chauffer, à modifier la chimie de la haute atmosphère, mais à la chauffer aussi, avec toutes sortes de répercussions. Une des répercussions, ce sont les communications radio qui sont perturbées. Il y a un peu plus d'1 an, en Suède, c'était un soir à l'aéroport de Stockholm. Au moment où il y avait tout plein d'avions qui atterrissaient, le radar qui observait les avions avait la mauvaise idée d'être orienté exactement en direction du soleil couchant. Il y a eu une éruption à ce moment-là qui a émis non seulement des rayonnements ultraviolets, mais aussi des ondes radio. Et ces ondes radio ont interféré avec le radar, ce qui fait que le radar, tout à coup, est devenu inopérant.
Et l'aéroport a dû être fermé pendant, je crois que c'était 2 heures. En tout cas, les avions n'ont pas pu atterrir pendant 2 heures. Voilà un exemple tout simple lié à un effet purement solaire. Alors, en termes de perte, de bilan, de danger, l'effet majeur de très loin reste celui-ci, mais il est beaucoup plus rare et plus intermittent, et donc c'est plus difficile à prédire. Alors, le vent solaire, le Soleil perd en permanence de la matière, ce n'est pas grand-chose par rapport à sa masse. Ce qui va constituer ce qu'on appelle le vent solaire, c'est un vent extrêmement ténu par rapport au vent terrestre. On est à peu près 20 ordres de grandeur en termes de densité. Et d'ailleurs, petite parenthèse, l'origine de ce vent, pourquoi il est généré et comment il est accéléré, ça c'est une des grandes questions de la physique. Si vous allez aujourd'hui sur Internet et que vous cherchez les 10, 20 plus grandes questions de la physique contemporaine, vous allez trouver celle-ci. Et un des enjeux ici, c'est de comprendre pourquoi il y a des perturbations qui quittent le Soleil, quel est le mécanisme qui déclenche ces perturbations. Encore une fois, vous avez le Soleil qui est occulté ici par un disque, c'est un coronographe. Vous avez le vent solaire qui s'échappe ici de manière permanente. Et puis, de temps en temps, vous avez des bulles de matière qu'on appelle des éjections de masse coronale, qui sont des phénomènes beaucoup plus violents. Alors, le contraste n'est pas très bon malheureusement, mais néanmoins, vous pouvez deviner de temps en temps de ces bulles de matière. Quand elles partent comme ça, dans cette direction-là, ce n'est pas grave. Mais quand elles vous viennent droit dessus, c'est là que ça devient extrêmement gênant, parce que c'est là qu'elles vont perturber l'environnement terrestre. Malheureusement, quand on est au niveau de la Terre, on voit bien celles qui partent de côté, mais on ne voit pas celles qui nous foncent dessus. Ce qui pose d'ailleurs un problème, et ce qui montre qu'on a besoin de plusieurs satellites pour avoir une bonne idée de ce qui se passe. Alors, pour vous donner une idée de ce qui se passe au niveau de la Terre, voilà une petite animation. Alors, je ne l'aime pas trop parce qu'elle est trop simpliste, mais bon, elle donne quand même une idée de ce qui se passe. Vous avez la Terre qui est ici, le Soleil évidemment à gauche. Ah, je vais couper le son. Voilà. Le champ magnétique terrestre qui est en bleu, le champ magnétique solaire qui est ici, et une perturbation d'origine solaire qui arrive au niveau de la Terre. Suivant la configuration des lignes de champ magnétique, vous avez ce qu'on appelle un phénomène de reconnexion, c'est-à-dire que le champ magnétique qui est ici va être déformé, reporté vers l'arrière. Et regardez bien ce qui s'est produit à cet endroit-ci, c'est un des dadas des physiciens, c'est-à-dire ce qu'on appelle un mécanisme de reconnexion, où le champ magnétique libère son énergie et vient précipiter des particules dans la haute atmosphère terrestre. Et ce que vous observez là, c'est l'aurore, ou les aurores. Autrement dit, une aurore, parfois on entend dire que les aurores, ce sont des particules qui viennent du vent solaire et qui entrent dans l'atmosphère terrestre. C'est essentiellement faux. Les aurores sont principalement produites par des particules qui viennent de la queue de la Terre, sous l'effet de perturbations solaires, et qui sont accélérées et qui viennent ainsi modifier la composition chimique et produire cette lumière verte, bleue, rouge, suivant les éléments chimiques. Alors, qui dit perturbation, dit génération de courant, dit changement de champ magnétique. On parle d'orage géomagnétique ici. Et qui parle d'orage géomagnétique va parler de courant. Magnétisme et courant, c'est toujours étroitement lié. Et donc, vous allez avoir des courants qui vont s'instaurer ici, qui vont s'intensifier, les systèmes de courant. Et quand vous avez un courant qui